Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence de presse pour examiner le statut la situation des poissons en Europe. Et avec moi aujourd'hui, l'IFREMER, l'Institut national pour la science océanologique, l'Institut agro, toujours de France, Euro, l'Institut des Flandres, ici en Belgique, pour les ressources marines et du territoire. Nous avons un panel très intéressant avec nous aujourd'hui qui nous dira ce qui se passe avec la population des poissons en Europe et comment pouvons-nous en savoir quelque chose. Comment cela est impacté par le changement climatique et comment nos ressources pourraient être améliorées en prenant en considération d'autres espèces. Je représente aussi ce panel et je vous transmettrai leurs questions. Nous avons beaucoup de personnes qui se joignent à nous de toute l'Europe aujourd'hui et notre conférence de presse est disponible pour le public sur les réseaux sociaux. Après quatre introductions, nous aurons une session de questions-réponses. Je vous prie donc d'envoyer vos questions dans le chat et de nous suivre sur les réseaux sociaux. En premier lieu, c'est mon grand plaisir de présenter François Heulier, CEO de Ifremer, pour cette ouverture. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans cette maison Irène et Frédéric Joliot-Curie, qui est la maison française de la science en Europe. L'IFREMER, qui est effectivement l'institut français qui est dédié aux sciences et technologies marines, consacre des moyens qui sont importants à l'étude des ressources halieutiques, à la pêche. C'est pour nous un sujet de recherche, c'est un sujet aussi d'innovation. Et pour cette matinée, c'est un sujet d'expertise scientifique qui vient en appui à une politique publique, qui est la politique commune des pêches au niveau européen, et puis sa déclinaison nationale. C'est aussi un sujet qui nous amène à collaborer avec les organismes de recherche d'autres pays. Et donc je suis heureux que cette conférence de presse, nous ayons pu l'organiser, comme vous l'avez indiqué, en partenariat avec des collègues. C'est aussi un sujet qui nous amène à collaborer avec des instances européennes ou internationales comme le Conseil international pour l'exploration de la mer ou le Comité scientifique, technique et économique des pêches. Pourquoi cette conférence de presse? Il se trouve qu'il y a maintenant 3 ans, la première a eu lieu en 2019, nous avons souhaité, d'abord en France, présenter l'état des ressources halieutiques et puis parler de la durabilité de la pêche vue par les scientifiques. Et nous avons donc en 2019, 2020 et 2021 tenu des conférences de presse dédiées à l'échelle française sur ce sujet. La conférence de l'année dernière était spécifiquement avec un focus sur la Méditerranée. Et nous avons choisi cette année de faire une conférence de presse qui soit de portée européenne. Alors pourquoi l'avons-nous fait à cette échelle-là? D'abord parce qu'il y a des raisons écologiques évidentes. Les poissons bougent et ils ne sont pas attachés à un pays particulier. Pour des raisons socio-économiques aussi, les pêcheurs eux-mêmes bougent et se déplacent et vont pêcher dans les eaux européennes. Pour une raison aussi d'une certaine manière politique publique, il y a une politique commune des pêches et donc considérer cette question des ressources halieutiques à l'échelle européenne nous paraissait particulièrement pertinent. Et puis pour une raison institutionnelle, puisque la France préside le Conseil de l'Union européenne encore pendant un mois et demi. Et donc pour toutes ces raisons, nous avons pensé qu'il était pertinent que cette conférence de presse 2022 se déroule à cette échelle. Et donc qu'on puisse aussi traiter 4 questions un peu différentes. Comment les ressources sont évaluées, parce qu'il y a beaucoup de questions méthodologiques qui se posent derrière l'évaluation des ressources halieutiques et l'évaluation de la durabilité de la pêche. Avoir des éléments un peu synthétiques sur l'état des ressources à l'échelle européenne. Et donc ça nous éloignera peut-être de questions particulières dans tel ou tel bassin. Et pour la France, c'est important puisqu'on est présent de la Méditerranée jusqu'à la Manche mer du Nord. Ensuite,
l'impact du changement climatique et puis, in fine, est-ce qu'on peut dépasser une vision analytique espèce par espèce et avoir une vision plus écosystémique, plus large. Voilà donc les sujets qu'on avait souhaité mettre à l'agenda. Et je tiens tout de suite à remercier celles et ceux qui ont organisé cette conférence de presse et puis nos 4 experts, nos 2 collègues étrangers et nos 2 collègues français qui vont maintenant pouvoir intervenir. Merci. Merci beaucoup. Et avant d'arriver aux derniers faits et chiffres et tendances dans les eaux européennes, regardons en tout premier à comment ces données sont collectées, sont produites et comment les scientifiques peuvent savoir s'il y a ou pas beaucoup d'autres poissons dans la mer ou pas. Je passe donc la parole à notre première interlocutrice, leader à Euromarine, l'Institut flamand de l'étude de la mer, Ernst Storer. Merci beaucoup, bonjour à tous. Nous pouvons commencer avec une déclaration de façon à savoir que quand on mesure, on peut savoir, et quand on ne mesure pas, on ne sait rien. Donc, on a besoin de toutes sortes de données parce que si nous n'avons pas de données, nous ne pouvons pas prendre des décisions informées. La collecte des données dans l'écosystème marin peut sembler vraiment facile à faire. Cependant, les poissons n'ont pas de limites, n'ont pas des régions précises et donc la collaboration de tous les pays est indispensable. On doit travailler avec des savants d'autres pays pour savoir ce qui se passe, quelles sont les tendances pour les poissons et pour l'écosystème marin en général. Mais étant donné qu'il n'est pas possible de considérer chaque organisme dans l'océan, nous basons sur différentes sources de données. Nous avons une flotte des pêcheurs et nos experts sont sur le bateau de pêche et collectent des échantillons. Il y a également des mesures biologiques qui sont faites. Nous mesurons les poissons, la longueur, si c'est un mâle ou une femelle, et nous essayons de déterminer leur âge. Regardez, l'âge d'un poisson est en principe très simple parce que c'est comme regarder les anneaux d'un arbre, mais demande néanmoins une expertise très pointue. La collecte de ces données commence sur le papier, des outils très simples, mais a évolué ensuite dans les derniers 5 ans, 10 ans, vers l'introduction de systèmes électroniques et technologiques novatrices comme analyse de l'ADN, intelligence artificielle et ainsi de suite. Et cela a changé l'échantillonnage dans l'environnement de manière très importante. Une fois que l'on a collecté de toutes les régions marines beaucoup de données, on utilise des modèles mathématiques et statistiques pour combiner toutes les données et avoir un panorama, une photographie de comment le panorama des populations de poissons évolue à travers les années. Avant d'utiliser ces données, en tout cas, il faut les contrôler, il faut les passer à travers un contrôle de qualité et les transmettre à des organisations régionales où, au niveau régional, les scientifiques se mettent ensemble dans des différents groupes de travail selon la ressource qu'ils doivent regarder pour pouvoir faire des prévisions sur l'évolution de cette espèce ou ce groupe de poissons dans les années à suivre. Nous travaillons dans la région baltique et nordique et les conseils que l'on peut donner est basé sur les principes qui sont dans les accords internationaux, comme la politique commune pour la pêche. Une fois que cet avis est produit, il est contrôlé
par une révision de pair indépendante et ensuite proposée à la Commission européenne. En conclusion, à travers toutes les données que l'on peut recueillir par des différents canaux dans tous les pays européens, les scientifiques européens conseillent le gouvernement pour prendre des décisions informées pour l'implémentation de nouvelles politiques pour pouvoir ensuite gérer de manière durable les ressources marines. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette panoramique. Je suis sûr qu'il y a déjà beaucoup de questions. Je vous prie de les envoyer dans le chat ou de les laisser dans les commentaires. On y reviendra plus tard. Nous avons entendu que les technologies ont avancé beaucoup dans les derniers 50 ans en termes de technologies à appliquer et nous venons maintenant aux entreprises internationales. Quelles sont les dernières tendances en termes de pêche dans les eaux européennes? Pour répondre à cette question, je présente le vice-directeur scientifique de IFREMER, Clara Ulrich. Clara Ulrich, please. Bonjour. Alors effectivement, la question c'est comment vont les poissons, une question qui peut paraître très simple. Elle, ça a expliqué comment les groupements régionaux de scientifiques produisent des diagnostics sur plusieurs populations de poissons à l'échelle de l'Europe. C'est plus de 150 populations qui sont ainsi suivies chaque année. Et alors, pour pouvoir un peu établir des tendances, un diagnostic un petit peu global, le comité scientifique, technique et économique de la pêche, donc qui est un organisme scientifique de la Commission européenne, rassemble chaque année, en début d'année, entre janvier et mars, toute cette information qui a été produite sur l'ensemble de ces populations que l'on suit en Europe. Et donc essaye de produire finalement les grandes tendances sur comment la situation est en Europe. Alors, ce rapport en 2022, qui a été publié vers le mois de mars et qui est donc maintenant public, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit 3 choses. D'abord, il nous dit, chose positive, que la situation s'améliore. C'est quand même une tendance en Europe, c'est que les choses s'améliorent, les populations de poissons sont plus abondantes, la pression de pêche diminue. C'est quand même quelque chose de positif qu'il faut bien rappeler. Mais ce rapport nous dit également 2 autres choses. La première chose, c'est que cette amélioration, elle est variable. Elle est variable d'une région à une autre, elle est même variable d'une population à une autre. Et donc, il y a aussi des endroits où, finalement, cette progression est moins nette. Comme on peut le voir sur ce graphe-là, on peut voir qu'il y a effectivement de fortes variations d'une région à une autre. Et il nous dit ici également que, finalement, les objectifs de la politique européenne de la pêche, qui est d'atteindre un niveau d'exploitation durable. Alors, dans notre jargon, on appelle ça le MSY, le RMD en français, pour Maximum Sustainable Yield, et qui est un niveau d'exploitation, un critère mondial qui nous permet de dire est-ce que les stocks sont surexploités ou non. Et donc, sur ce graphe, c'est ce que vous voyez en rouge, c'est les endroits où, en moyenne, on n'est encore pas à ce niveau sur l'ensemble des populations. Donc, et la troisième chose, finalement, qui nous dit ce rapport, c'est que ces améliorations qu'on voit, finalement, ce qui sont des résultats de changements politiques importants, rien n'est acquis pour le futur. Et ce qu'on va voir, surtout avec les 2 intervenants après moi, c'est qu'il y a toutes ces nouvelles menaces climatiques, économiques qui se profilent. Et donc, il faut maintenir ces efforts ambitieux de gestion à long terme pour pouvoir maintenir des pêches qui soient durables et qui soient résilientes. Donc ça, c'est vraiment ce diagnostic un peu général que le rapport nous dit. Si on rentre un peu plus dans le détail, au niveau de l'Atlantique Nord. Donc l'Atlantique Nord, c'est la zone qui va de la Baltique jusqu'au Portugal à peu près. Vous voyez ici ces 2 graphes. Sur la gauche, la population, l'abondance moyenne, le nombre de poissons dans la mer en moyenne par rapport à un niveau de référence en 2003. Et on voit que cette abondance est en augmentation de plus de 40% sur les 10 dernières années. Donc c'est quand même une tendance de fond sur l'ensemble de nos régions de l'Atlantique. Le graphe de droite, c'est la pression de pêche moyenne, et c'est sur ce graphe-là qu'on va compter finalement le nombre de populations qui sont encore en surexploitation. Dans l'Atlantique, c'est 28% de populations qui sont considérées comme surexploitées. L'année dernière, c'était 43%. Donc une amélioration en 2020. C'est ce que vous pouvez voir sur cette petite graphe où il y a après une stagnation finalement du niveau d'exploitation moyen
il y a cette chute qu'on observe en 2020. On passe en dessous de la cible. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que 2020, c'était une année spéciale, c'était l'année du Covid. Donc, il est encore trop tôt pour savoir si cette amélioration, elle est uniquement temporaire, parce que la pêche s'est arrêtée, et que finalement ça va remonter, ou est-ce que c'est une vraie amélioration de fond? Donc encore une fois, il faut noter cette amélioration, mais il faut l'interpréter avec prudence, et il faudra attendre une année de plus pour savoir si elle se confirme. En Méditerranée, la situation reste un peu plus difficile, parce que la pression de pêche reste encore très élevée en Méditerranée, sur les espèces qu'on suit. C'est ce que vous pouvez voir, cette courbe qui est en rouge sur la droite, où on reste quand même à des niveaux d'exploitation proches de 2 fois la cible européenne. Mais malgré tout, il faut quand même noter qu'il y a cette petite diminution qui apparaît, et qu'au niveau des biomasses, c'est-à-dire au niveau de l'abondance des poissons, on observe également quand même cette augmentation que vous pouvez voir sur la courbe de gauche. Alors, ce n'est pas comparable avec la courbe d'avant, c'est-à-dire qu'on est dans des niveaux quand même de biomasse qui sont plus faibles que ce qu'on a vu sur l'Atlantique auparavant. Mais toutes choses étant égales, il faut quand même noter qu'il y a cette petite amélioration au cours des années récentes, et qui est aussi la résultante de choses qui ont changé en Méditerranée. Voilà, donc c'est ce diagnostic à la fois positif et avec des mises en garde quand même, qui est celui de la situation aujourd'hui en Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clara Rick, directeur scientifique d'Ifremer. Et c'est des nouvelles pas trop mauvaises, on va dire. La surpêche diminue, la biomasse augmente. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions à propos de tout cela. Laissez-les dans le commentaire. Mais tout n'est pas rose. Il y a quand même de difficultés pour le futur. Et certaines de celles-ci sont relatives aux menaces qui nous viennent du changement climatique. Donc, quelles sont les conséquences du changement climatique sur la ressource halieutique? Je laisserai le prochain panéliste s'expliquer sur ça, directeur de l'Institut Agro en France. L'Institut Agro in France, professeur Didier Gasquel. Merci Denis. Bonjour à tous. Oui, les nouvelles du côté de la gestion des pêches sont plutôt encourageantes. Malheureusement, à l'inverse, comme vous l'avez dit, les nouvelles du côté des impacts du changement climatique sont plutôt mauvaises. Alors, pour introduire mon propos, je vais vous montrer cette carte. Cette carte, c'est une prédiction issue de modèles mathématiques des évolutions de la biomasse à l'échelle mondiale, à l'horizon 2100, dans un scénario qui est ce qu'on appelle le scénario du pire, celui dans lequel nous continuerions à émettre du CO2 sans réellement diminution. Ce que nous dit cette carte, alors elle est issue d'une collaboration et d'un travail mené par plus d'une vingtaine d'instituts à l'échelle internationale. Et ce que nous dit cette carte, c'est que dans le scénario du pire, la quantité de biomasse animale, la quantité totale des animaux dans la mer, diminuerait de 20% à l'horizon 2100, en moyenne mondiale, avec des diminutions encore plus importantes dans certaines zones, atteignant 40%, notamment dans les zones tropicales. Et elle nous dit aussi que l'Europe n'est pas épargnée, j'y reviendrai. Alors, d'où vient cette projection finale de la quantité d'animaux dans la mer? Il y a évidemment différents processus qui sont à l'œuvre. Le premier processus, c'est que la physique et la chimie des océans est déjà en train de changer. Nous avons perdu, depuis que le dérèglement climatique se met en place dans l'océan, nous avons déjà perdu 0,7 degrés Celsius. La mer devient plus chaude. La mer devient plus acide. L'acidité a augmenté déjà de 35 à 40%. Et la mer devient aussi moins oxygénée, ce qui est un vrai problème dans les organismes marins. La teneur en oxygène de la masse océanique, la masse d'eau océanique, a déjà baissé de 2%. Ces changements de la physique et de la chimie des océans, nous savons qu'ils vont se poursuivre de manière inéluctable jusqu'en 2040. La machine climatique océanique a une certaine inertie. Et quoi que nous fassions aujourd'hui en matière de réduction de nos émissions de CO2, tous ces changements auront en gros doublé l'augmentation de température, l'augmentation du pH, la baisse de l'oxygène,
aura doublé en 2040. Ce qui se passera au-delà de 2040 dépend évidemment des scénarios d'évolution du changement climatique et donc de notre capacité aujourd'hui à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc la chimie et la physique des océans changent et évidemment la vie marine en est directement impactée. Les premiers organismes probablement à être impactés, c'est les organismes du plancton, le plancton végétal, phytoplancton, le plancton animal, zooplancton, qui sont à la base de toutes les chaînes alimentaires, qui nourrissent tous les organismes, tout le vivant dans l'océan. On sait que l'abondance du plancton peut diminuer et surtout sa composition spécifique peut changer au détriment des grandes espèces. Ce qui veut dire très concrètement que les poissons ne vont plus trouver dans leur assiette la même chose à manger et souvent une assiette moins nourrissante. Donc changement du plancton à la base des chaînes alimentaires. Alors bien sûr, les organismes que nous pêchons, les poissons, les mollusques, les crustacés, vont eux aussi être affectés par les changements des paramètres physico-chimiques. On sait qu'ils vont être affectés à l'échelle individuelle. On observe déjà des changements de fécondité. Ifremer a par exemple mis en évidence des changements de la saisonnalité de la ponte chez la sole, avec des pontes plus précoces, du coup qui peuvent être en décalage avec les périodes dans lesquelles le plancton est le plus abondant pour nourrir les larves. Et puis aussi des changements dans la qualité des œufs chez des espèces comme le bar. Des changements individuels dans la croissance. Un certain nombre d'espèces voient leur croissance diminuer. Un des exemples le plus flagrant, c'est la sardine de Méditerranée, dont la taille moyenne a depuis quelques années nettement diminué. On est passé d'une taille moyenne des adultes de 15 cm à 11 cm, et du coup d'un poids moyen par sardine de 30 grammes à 10 grammes. Donc là aussi, alors les mêmes phénomènes sont observés aussi sur le hareng ou le sprat en mer du Nord, chez tout ce cortège d'espèces qui constituent ce qu'on appelle les espèces fourrages, qui sont à la fois des espèces pêchées et des espèces qui alimentent les prédateurs supérieurs, ce qui veut dire que ces changements-là sont une espèce de double peine pour les pêcheurs. Des changements à l'échelle des populations. Un des exemples les plus spectaculaires, c'est la redistribution de la plupart des espèces marines, et notamment des espèces pêchées, vers les pôles. On parle souvent de migration. En réalité, ce n'est pas tant un déplacement, une migration des poissons, que le fait que les populations les plus au sud de leur aire de repopulation sont en déclin, souvent parce qu'il y a un plus faible succès de la reproduction, alors que les populations au nord peuvent au contraire se développer. L'exemple le plus typique de ça, c'est la morue, dont les populations de mer du Nord et de mer Celtique sont aujourd'hui en très fort déclin, à la fois probablement pour des raisons de surpêche et de changement climatique, mais incontestablement en partie pour des raisons de changement climatique. Et les pêcheurs, évidemment, en sont directement victimes avec des diminutions drastiques des captures et des quotas qui leur sont alloués. Alors que dans le même temps, la population de morues du nord de la Norvège, ce qu'on appelle la mer de Barents, se porte globalement très bien aujourd'hui. Et puis, enfin, d'une manière plus globale, c'est tout le fonctionnement de la machine du vivant dans l'océan, et notamment toutes les chaînes alimentaires, ce qu'on appelle les réseaux trophiques, qui sont modifiés. Alors, les choses sont variables d'un point à l'autre, mais globalement, on sait qu'on va vers des assemblages d'espèces avec des espèces plus petites, à durée de vie plus courte, et avec des transferts d'énergie dans les réseaux trophiques, transferts d'énergie entre les proies et les prédateurs, qui tendent à devenir moins efficaces. Voilà, alors c'est l'ensemble de ces phénomènes qui expliquent la diminution qu'on observe là. En réalité, nous avons déjà perdu 5% de la biomasse à l'échelle mondiale. Je dirais toutes choses égales par ailleurs, et sans tenir compte de ce qu'on fait en matière de pêche. Nous attendons une diminution supplémentaire, on sera à moins 10 dans les années 2040. Ensuite, tout dépend. Si les accords de Paris sont respectés, qu'on réduit massivement nos gaz à effet de serre, les choses se stabiliseront à ce niveau-là. À l'inverse, si on ne sait pas réduire nos gaz à effet de serre, on aboutira à ce type de carte, des diminutions qui atteignent moins 20% en moyenne, moins 40% dans les tropiques, moins 40% aussi pour les espèces prédatrices, qui sont plus affectées que les autres. Et l'Europe, eh bien, en moyenne dans la zone européenne, on s'attend à une baisse de 10% à peu près inéluctable dans les années 2040. Et là aussi, tout dépendra des scénarios du changement climatique. On devrait être à peu près dans la moyenne mondiale, entre 15 et 20% de baisse dans le scénario du pire. Ce qui veut dire qu'en tout état de cause, indépendamment des efforts qu'on fera, et on y reviendra sur la gestion des pêches, les captures européennes vont baisser de plusieurs centaines de milliers de tonnes par an
toute chose égale par ailleurs. Alors bien sûr, il va falloir s'adapter. Je finirai sur cette idée. Les pêcheurs vont devoir s'adapter. La gestion des pêches va devoir s'adapter. La politique européenne des pêches va devoir s'adapter. Il va probablement falloir rediscuter des cibles de gestion, des normes de gestion, re-questionner cette norme du rendement maximum durable, du MSY dont parlait Clara Ulrich, et puis développer de manière massive ce qui va faire l'objet de la prochaine présentation et qui est ce qu'on appelle l'approche écosystémique des pêches pour tendre à des écosystèmes en bonne santé, des écosystèmes plus résilients. Voilà, merci. Merci beaucoup. Les cartes et les graphiques qui sont montrés dans cette présentation seront à votre disposition sur le site d'Ifremer et sur nos réseaux sociaux. Donc, cette décroissance de 20% par la fin du siècle, évidemment, c'est le pire scénario, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas arriver jusque-là, pour éviter ce pire de cas et d'avoir une meilleure gestion basée sur une meilleure science? Et une chose un sujet que l'on traite souvent lié à celui-ci est le sujet de notre dernier panéliste, donc une approche basée sur l'écosystème. Avant de présenter notre dernier orateur, regardons une vidéo pour comprendre mieux ce concept. Alors l'idée c'est d'arrêter de considérer les espèces de poissons espèce par espèce, mais les prendre en considération sur la base de l'écosystème dans sa totalité. Les pêcheurs nous aident à faire une cartographie des différentes espèces. On intègre des données socio-économiques et paraéconomiques dans cette méthode. Cette méthode nous permet d'avoir une vision globale de l'écosystème marin et pouvoir proposer des avis et des conseils vers cette approche plus systémique au problème. Et maintenant, pour expliquer encore plus en détail le concept, je passe à l'investigateur primaire dans la gestion basée sur l'écosystème de l'Institut marin irlandais. Je vous raconterai aujourd'hui l'histoire de la mer d'Irlande, l'histoire des poissons qui vivent, des pêcheurs qui y travaillent et des scientifiques qui essayent d'expliquer tout cela. L'histoire jusqu'à 1995, il y avait une activité de pêche tout à fait normale et après, il y a eu un déclin assez constant dans la présence de poissons dans la biomasse. Et en parlant avec la Commission européenne nous a demandé d'essayer d'expliquer ce qui se passait et si ceci avait quelque chose à voir avec l'écosystème. Donc, nous avons créé un modèle pour avoir une photographie de la présence de biomasse. Vous voyez donc, vous pouvez le lire comme une carte normale. Vous voyez toutes les relations entre tous les organismes dans la mer et qui mange qui, essentiellement.
Vous regardez le phytoplancton et le zooplancton tout au bas et tout en haut des espèces comme les baleines et ainsi de suite. Nous avons inclus également des informations sur les activités de pêche et sur des considérations comme par exemple la présence d'alimentation et la présence de poissons. Le modèle n'est pas parfait, mais il vous donne une idée assez précise de ce qui se passe. Nous ne connaissons pas la diète, le régime alimentaire des poissons en 1995, mais nous avons de plus en plus de données précises au fur et à mesure qu'on étudie avec ce système. Nous avons des données qui peuvent aller jusqu'à 1975. Nous avons donc créé un modèle à travers ce travail continu et ce que nous avons compris, c'est que si nous utilisons simplement des données scientifiques sur l'écosystème, nous avions un modèle qui était à peu près bien. On pouvait faire des prévisions, mais pas trop détaillées. Donc ici, c'est où nous nous sommes concentrés sur tous les acteurs de l'écosystème, donc les pêcheurs et ainsi de suite, pour compléter nos données. Et ensuite, nous nous sommes concentrés sur les drivers de l'écosystème, comme par exemple la température de l'eau, et nous avons intégré tout cela dans notre modèle. Le modèle est donc beaucoup plus précis et nous avons pu en tirer 3 enseignements principaux. Donc mettre tous les acteurs de l'environnement dans ces calculs a été extrêmement utile. Et avec toutes ces considérations, le modèle est beaucoup plus précis qu'en utilisant simplement les données scientifiques. À travers l'effort sur la pêche, certains pêcheurs ont réduit leur effort de 80 à 90%. Cela promet de améliorer l'écosystème, mais nous sommes tout de même dans un moment de production ralentie. Donc nous devions comprendre qu'est-ce qu'il était possible de faire. Nous avons un système qui utilise l'MSY, comme les collègues ont dit précédemment, mais nous avons également des flexibilités. Il y a la possibilité de pêcher un peu plus ou un peu moins selon l'espèce. C'est encore complètement durable, c'est encore viable d'un point de vue écologique et nous permet par contre d'avoir plus de flexibilité. Et donc cette séparation a été faite avec des objectifs basés sur le produit de chaque espèce. Si c'est une bonne période, une bonne année, il peut y avoir un peu plus de mortalité de poissons. Il y a plus de production, bien évidemment, pour compenser cela. Donc, l'une des choses que l'on a pu faire avec notre modèle, c'est de simuler ce qui va se passer dans les prochaines années si on ne fait rien. Et donc, le résultat qu'on a obtenu est une présence plus grande de biomasse et une présence de poissons accrue pour les pêcheurs, tout en étant durable, tout l'écosystème restant durable et soutenable. Donc le message clé ici, c'est qu'il est très difficile de gester la pêche si l'on ne sait pas ce qui se passe dans l'écosystème dans sa globalité. Et voilà donc la force de cette approche. Merci beaucoup d'avoir clarifié tout cela et j'aimerais remercier tous les 4 panélistes pour leur présentation. Et maintenant, le moment de notre session de questions-réponses. Il y a beaucoup de questions que l'on a reçues dans notre chat des membres des médias et certains commentaires à travers les réseaux sociaux. Commençons donc avec une question sur... On a parlé du pire de cas, parlons maintenant du meilleur cas. Quel est le meilleur cas? Aurélie demande, est-ce que cela veut dire une stabilisation et une décroissance de 10%? Cela est le meilleur que l'on peut atteindre ou on peut renverser la tendance?
Malheureusement, aucun des scénarios ne prévoit pour l'instant de remonter des biomasses en liaison avec le changement climatique. Alors, vous avez ici des figures complémentaires à ce que j'ai montré. La figure de gauche vous indique, vous voyez, cette courbe qui descend, et toutes les courbes descendent. Alors, il y a différents modèles, ça traduit un peu l'incertitude qu'on a dans nos projections. Donc, toutes les courbes descendent jusque, en gros, vers 2040. Et vous voyez, à partir de 2040, les deux familles de courbes qui divergent, celles qui se stabilisent, qui correspondent vraiment au meilleur des scénarios, c'est-à-dire celui où nous arriverions à n'augmenter la température à l'échelle de la planète que de 1,5 degré Celsius. Donc c'est vraiment le meilleur des scénarios et on a donc une stabilisation. Alors qu'à l'inverse, dans le scénario du pire, vous voyez que ça s'accélère. Et ça s'accélère, la figure de droite vous précise que ça s'accélère de manière dramatique pour les tropiques. Et puis les zones tempérées sont en gros dans la moyenne. Alors attention quand même, ces projections sont sous l'idée que nous continuons à pêcher comme aujourd'hui, que nous ne modifions rien dans nos pratiques. Ce sont des prédictions de baisse de biomasse, et probablement les baisses de capture seraient du même ordre. Mais on a vu aussi dans la présentation, c'est ce qu'a montré tout à l'heure Clara, qu'en gérant mieux les pêches, on peut remonter les stocks. Donc le meilleur des scénarios, c'est celui dans lequel à la fois nous savons réduire nos émissions de CO2 pour éviter cette descente catastrophique qu'on ne saurait plus gérer, et où, dans le même temps, nous améliorons la gestion des pêches pour compenser, et je pense qu'on peut largement le compenser, une partie des effets du changement climatique. Mais ça va nécessiter effectivement de réfléchir à l'échelle des écosystèmes, probablement de changer les règles de gestion, de rehausser nos normes environnementales. Il faudra être plus précautionneux parce que les écosystèmes subissent cet effet du changement climatique qui veut probablement dire qu'une façon de s'adapter, c'est probablement de diminuer un peu la pression de pêche pour en partie compenser et nous adapter à cette situation. Thank you. Et si nous, merci beaucoup. Et si nous parlons maintenant de ce que nous voyons actuellement, observons-nous des effets du changement climatique déjà aujourd'hui? Et quels sont les impacts de cet effet sur l'économie de la pêche et sur l'environnement marin? Qui veut répondre? Oui, le changement climatique n'est pas une menace. C'est une menace, mais c'est déjà une réalité. C'est-à-dire qu'une partie des effondrements de stocks que nous connaissons aujourd'hui sont clairement, au moins en partie importante, liées aux effets du changement climatique. J'ai parlé des morues de mer Celtique et de Golfe de Gascogne qui sont les choses les plus visibles. Alors évidemment, c'est compliqué parce que par-dessus ça, il y a de la variabilité. Voilà, la nature est quelque chose de complexe que les scientifiques ont beaucoup de mal. Mais globalement, il y a des effets qui sont déjà sensibles. À l'inverse, il y a quelques opportunités. On voit certaines populations de poissons se développer. Le rouget barbé, le sprat, voilà, quelques espèces comme ça. Malheureusement, pour l'instant, les augmentations ne compensent pas les baisses. Et puis, il y a un autre aspect dont il faut bien être important, c'est que tout le monde peut voir que quand le climat change, la météo devient plus instable. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles sous une tempête de pluie. On était en plein été la semaine dernière. D'une semaine à l'autre, tout change. C'est la variabilité. Et on retrouve ça dans le vivant. Les populations de poissons deviennent plus instables. Voilà, elles changent, donc les quotas changent plus vite avec le changement climatique. Et ça, c'est un vrai problème pour les pêcheurs. Hein. Lorsqu'on investit dans un bateau, ça coûte très cher, il faut avoir une prédictibilité à long terme. Et donc cette variabilité de la ressource disponible est un vrai problème économique déjà pour les pêcheurs aujourd'hui. Mais peut-être pour compléter sur cette question, la situation d'aujourd'hui, c'est vraiment la combinaison de plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'on sort de cette période historique où c'est clairement la pêche, la surexploitation qui a été la principale source de ces diminutions de ressources. Mais à l'heure aujourd'hui, on est donc à la fois sur cette historique de surpêche, et on voit bien qui s'améliore depuis 10 ans, parce que, effectivement, depuis 20 ans, parce qu'il y a eu des changements politiques majeurs qui ont permis quand même de réduire cette surexploitation. Mais donc, on a quand même cet effet historique qui a beaucoup influencé les populations. Et l'effet du changement climatique, qui finalement était déjà là, mais qui était un peu masqué
par donc ces effets de la pêche. Et ce qui fait que la situation d'aujourd'hui, c'est la combinaison de cet historique de la pêche, du changement climatique qui est déjà là, et de la gestion de la pêche qui a quand même beaucoup changé depuis 20 ans. Donc c'est difficile de dire c'est que la faute de l'un ou c'est que la faute de l'autre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la combinaison des trois. Alors qu'historiquement, c'était un facteur qui prédominait. Dans le futur, ce sera l'autre facteur qui va prédominer. Mais la situation d'aujourd'hui, c'est vraiment le mélange de toutes ces... Merci beaucoup. Beaucoup de questions sur les projections sur base climatique. Certains ont été répondus avec le graphique, mais on peut peut-être clarifier quand on parle de la perte de 5% et d'autres chiffres de la biomasse, comparé à quand? What is the reference period? Loss compared to when? Alors, les 5%, vous avez sur le graphe, c'est le niveau 0, c'est la période actuelle. Donc on calcule ça par rapport à une fenêtre de temps, je n'ai plus les années exactement, mais qui sont les années récentes. Et vous voyez sur le graphe qu'en fait, on a déjà perdu par rapport, le graphe commence en 1950 et la baisse, elle démarre dans les années 70, 80. Donc on a déjà perdu quelques pourcents. Donc c'est ça la période de référence. On estime que dans ces projections-là, dans ces modèles-là, hein, qui est évidemment une part d'incertitude, hein, mais on estime que la diminution, elle s'enclenche vraiment à partir des années 70, 1970. Beaucoup de questions sur cette connaissance sur le stock de poissons, et en particulier le Royaume-Uni et les données du Royaume-Uni. Sont-ils inclus dans cette estimation ou exclus? On parle donc d'estimation européenne, donc considérant le cadre juridique et la situation actuelle, le Royaume-Uni est-il inclus ou pas? Oui, là, dans les graphes que je vous ai montrés, les eaux anglaises et les populations anglaises sont encore incluses. Population anglaise, en fait, c'est un mauvais terme, parce qu'effectivement, là, ça inclut toutes les populations sur lesquelles l'Union européenne a une importance de pêche. Donc, il y en a qui sont uniquement exploitées par des flottilles européennes, et il y en a qui sont partagées. Donc, elles sont partagées non seulement, on parle du Royaume-Uni, mais on parle aussi de la Norvège, de l'Islande ou de l'Albanie, du Monténégro, dans la Méditerranée. Donc, ce qui fait que finalement, sur ces populations que je vous ai présentées, à partir du moment où elles sont exploitées conjointement avec des flottilles de l'Union européenne, elles sont incluses dans ce graphe. Merci beaucoup. Et si je peux ajouter à cela, depuis le Brexit, il y a des accords entre tout le bassin européen, entre guillemets. Donc, on continue de collecter les données et on continue de les présenter à toutes leurs organisations européennes, non seulement pour le Royaume-Uni, mais pour la Norvège, par exemple, pour tout le pays dans ce bassin. Donc, on peut continuer à monitorer de façon continue. Oui, juste pour vous donner un exemple, la mer d'Irlande est moitié du Royaume-Uni, moitié Irlande. Et donc, le travail que je vous ai montré tout à l'heure est un travail collaboratif, non seulement du Royaume-Uni, mais et de l'Irlande, mais également par les pays européens. Donc, la collaboration continue. Merci beaucoup de la réponse à cette question. Parlons maintenant des effets visibles de changement climatique sur la pêche européenne. Sandy demande si les changements climatiques impactent déjà les migrations des poissons, la taille des poissons et le poids des poissons. Est-ce qu'on peut donner quelques informations sur cela? J'ai parlé de l'exemple de la morue, donc ça affecte. Mais je peux rappeler l'exemple de la sardine de Méditerranée. Quand chacune des sardines, au lieu de peser 30 grammes, pèse 10 grammes, c'est la quantité totale de biomasse de tonnes de sardines dans la Méditerranée qui diminue de manière drastique. Et ça a des effets catastrophiques pour les pêcheurs de sardines, mais aussi probablement des effets, alors qu'ils sont plus complexes, hein, mais qui sont maintenant de mieux en mieux connus,
pour toutes les espèces qui se nourrissent de sardines. Alors je pense au thon et à beaucoup d'autres. Donc oui, il y a déjà des effets, il y a déjà des baisses de capture qui clairement sont affectées. Voilà. Alors quant à la migration, je le redis, vous savez, on parle souvent de la migration du hêtre qui se déplace vers le nord. Personne n'a vu des hêtres mettre leur sac à dos et traverser la route vers le nord. Il en va un peu de même pour les poissons. On parle toujours, et nous le faisons nous aussi scientifiques, de migration. Mais en réalité, c'est une commodité de langage. Il y a quelques poissons qui peuvent se déplacer, mais ce n'est pas ça le phénomène massif. Le phénomène massif, c'est que le succès de la reproduction diminue dans les franges les plus au sud de l'aire de distribution des espèces. Je parle pour la zone européenne, ça serait l'inverse dans l'hémisphère sud. Mais donc diminue là où les poissons commencent à trouver que l'eau est trop chaude pour eux. Et puis au contraire, le succès de la reproduction augmente dans les zones qui deviennent suffisamment chaudes, là où les poissons avaient tendance à trouver l'eau trop froide. Donc voilà, donc les morues de mer Celtique et de mer du Nord, c'est les populations, les morues les plus au sud. Même si ça s'appelle mer du Nord, c'est la population la plus au sud pour une morue. Elle se porte très très mal dans le changement climatique. Et on voit que toutes les zones du sud de la mer du Nord sont quasiment des zones où il n'y a plus de reproduction, ou très très peu de reproduction de morues. Peut-être, juste pour compléter, le CIEM avait produit il y a quelques années, en 2017 ou 2018, un rapport sur quelles sont les populations qu'on voit déjà, sur lesquelles l'aire de distribution est déjà très très visible dans nos analyses scientifiques. Et à l'époque, sur les populations suivies en Atlantique Nord, on parlait des big movers. Il y avait à peu près 8 espèces qui avaient été déjà vues en 2017 comme étant des big movers. Alors il y avait l'anchois, le merlu, le maquereau. Enfin, disons que c'était un peu ces poissons un peu pélagiques qui sont dans le milieu de la colonne d'eau, qui se déplacent déjà énormément et donc qui ont déjà finalement des distributions très très larges. Et donc ils visitent déjà eux-mêmes dans leur vie de poisson des eaux chaudes, des eaux froides. Et finalement on voit ceux-là déjà qui ont déjà changé leur aire de distribution. Alors que pour les populations de poissons qui sont beaucoup plus attachées à une zone restreinte, et donc qui ont moins pas cette habitude de poissons de bouger, mais qui sont finalement plus restreints dans leurs options écologiques, finalement, on verra plus facilement une diminution qu'un changement géographique. Voilà. Et donc le changement géographique réel, c'est déjà sur ces populations qui sont distribuées très largement au niveau de l'Europe. Donc le but primaire de la CFP, la politique commune de la pêche, était d'arrêter la surpêche en 2020. Donc nous sommes maintenant en 2020. Quelles sont donc les raisons principales du fait qu'il y a encore des zones qui sont surpêchées? Qui pourrait répondre à cette question? À qui faut-il donner la faute? Oui, alors je ne peux pas répondre. Nous, on va faire des réponses de scientifiques. Bien sûr, ce n'est pas nous qui sommes aux commandes, mais je pense que ça n'échappera à personne que finalement, quand on part d'un point A pour arriver à un point B, la route est longue et donc chaque pas coûte. Parce qu'effectivement, il coûte en revenus pour les pêcheurs, il coûte en quantité de poissons qui arrivent sur nos étals. Et donc, il y a toujours cette pression économique sur le secteur de la pêche pour, au quotidien, finalement, continuer à produire, continuer à faire vivre le marché. Et donc, pour arriver du point A au point B, il y a toujours des compromis entre des objectifs écologiques et puis des objectifs économiques et sociaux. Et ce qui fait que les décisions politiques sont difficiles à prendre et difficiles à mettre en œuvre. Et que finalement, pour arriver à la situation d'aujourd'hui, c'est une suite de beaucoup de petits pas, quelques grands pas, quelques pas en arrière. Et que finalement, on peut se dire que les choses ne vont sans doute jamais assez vite. Et puis on peut se dire aussi qu'elles vont quand même dans la bonne direction. Mais voilà, c'est difficile en tant que scientifique de vraiment se mettre à la place de ceux qui doivent prendre des décisions. Je veux bien rajouter un élément, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus bouder son plaisir. On nous aurait dit, je pense, à nous scientifiques, il y a 15 ans, qu'on allait diviser par 2 la surpêche, qu'on allait réussir à augmenter de 40% la quantité de poissons dans la mer, côté Atlantique. C'est vrai qu'on n'y est pas côté Méditerranée.
je pense qu'on aurait dit, mais ça paraît impossible. Donc les 15 dernières années, quand même, ce qu'elles nous ont montré globalement, c'est que quand on veut, on peut. C'est-à-dire que quand on prend réellement des mesures qui suivent mieux les avis scientifiques, lorsque notamment on met en place une politique des quotas rigoureux, eh bien on arrive à diminuer la pression de pêche. Et la deuxième chose que ça montre, c'est que quand on fait, ça marche. C'est-à-dire que ce n'était pas gagné de dire qu'on va diminuer la pression de pêche, les stocks vont remonter. Donc ils sont remontés. Alors, moi, je pense qu'effectivement, ça y est, on a engrangé les gains qu'on pouvait avoir, des mesures qu'on a mis en place il y a 15 ans. On a fait ces gros progrès. Et puis maintenant, on se heurte à la limite des gains. Voilà. Et il va falloir aller plus loin. Il va falloir probablement... Parce qu'effectivement, il reste encore une partie résiduelle de stocks tout à fait importants qui sont surexploités. Il va falloir probablement prendre des mesures additionnelles, etc. Et d'autant plus que le changement climatique tape à la porte très fort. Et ça nous secoue, et il va falloir réformer un certain nombre de choses si on veut réellement aller encore plus loin dans cette nécessaire réduction de la surpêche. Je voudrais juste revenir à ce qui a été dit, à arriver à la gestion durable juste en gérant les stocks. Ça pose un problème de limite. À un moment donné, on arrive à la limite de cette méthode, de cette politique. Donc, si on n'inclut pas les drivers environnementaux de l'écosystème dans cette analyse, il nous manque de pièces à ce puzzle. J'espère que cela complète un peu les réponses précédentes. Il semblerait que la pêche durable, c'est l'horizon. On va dans cette direction et on voit les améliorations. L'une des mesures les plus évidentes, c'est la réduction des quotas de pêche. Donc, une question des réseaux sociaux. Pensez-vous que les quotas de pêche seront amenés à réduire dans les prochaines années? Une question de Solène Arnal, à cause de ces objectifs. Je ne supporte pas de ne pas parler. Le point, c'est que nous faisons exactement cela. Nous avons réduit les quotas de pêche. Et si les populations, si le stock de poissons augmente, on peut ensuite les augmenter. Nous faisons exactement cela. Mais à chaque étape, la situation doit être réévaluée. Donc, les quotas de pêche en eux-mêmes, tout seuls, ne sont pas la solution. Il faut considérer les choses dans son ensemble. Oui, je crois que les quotas ont vocation... malheureusement, on est obligé de les baisser quand les populations s'effondrent. Voilà. Mais à l'inverse, quand les populations se portent mieux, les pêcheurs peuvent... en partie en bénéficier. Alors je dis en partie parce que, seulement en partie, ce que nous essayons, je pense, fondamentalement de faire, c'est de maintenir des captures dans des écosystèmes où il y a de plus en plus de poissons, mais probablement pas de réaugmenter les captures au prorata de l'augmentation de la quantité de poissons. Sinon, on va retomber dans la surpêche. On veut continuer à pêcher autant, avec moins d'impact, des populations en meilleur état, et tout nous montre que c'est possible. Si les populations se portent mieux, les pêcheurs se portent mieux et les écosystèmes se portent mieux. Pour ajouter à cela, il ne s'agit pas seulement de la pêche, il s'agit de beaucoup plus du secteur de la pêche avec un certain rendu lié à des quotas. Vous avez toute une série d'acteurs qui ont un impact sur l'environnement marin. Cela nous amène toujours à l'histoire de l'approche basée sur l'écosystème. Cette approche pour la gestion de la pêche n'est peut-être pas un but en soi-même, mais c'est comment pouvons-nous arriver à une meilleure gestion de la pêche et des activités dans la mer, tenant en considération les tenants et les aboutissants et tous les éléments. Donc, toujours s'en tenir à l'idée de limiter les quotas de pêche pour améliorer les populations, la présence de poissons pour la gestion de l'environnement marin, ce n'est pas suffisant. Nous avons évolué par rapport à cette notion. Il y a beaucoup de connaissances qui ont été développées, beaucoup de données qui ont été développées. Je reviens à mon point
de ce que je disais, qui est la collecte des données. Il faut récolter les données non seulement de vos stocks de poissons, mais il faut avoir les données de tout l'environnement marin. Il faut avoir la température, la salinité, le pH, toutes les choses qui sont dans l'océan et qui créent la situation. Et ensuite, nous arrivons à l'histoire de Big Data. Non seulement donc les données des scientifiques, mais les données des acteurs du secteur, comme par exemple les pêcheurs. Les pêcheurs sont une source incomparable de données qui, combinée aux données scientifiques, nous donne une idée de la situation beaucoup plus précise qui peut nous mener à une gestion beaucoup plus précise. Donc, que pensez-vous de l'absence d'interdiction de pêche, Charlie? Oui, cela dépend sur... il parlait, pardon, ce n'était pas lié à la question, c'était lié à l'implémentation de cette approche basée sur l'écosystème. Oui, c'est très utile et ça dépend ensuite sur quoi vous voulez vous concentrer. Si vous voulez, par exemple, vous concentrer sur l'améliorer la population, la présence d'une espèce donnée, cela peut vous donner des moyens, une méthode très pointue pour le faire. Mais c'est donc un outil très important, mais il faut être au courant, connaître précisément toutes les interactions de cet écosystème pour pouvoir faire des prévisions. Voilà donc la difficulté de ce système, c'est qu'il demande énormément de données et de connaissances. Et il faut également savoir, vous pouvez très bien le comprendre, que sur la base de cette approche, quand vous tirez une ficelle, c'est comme un pull, quand vous tirez une ficelle d'un côté, c'est là un effet sur un autre endroit. Donc, tout est lié. François Menet nous demande, que pensez-vous de l'absence d'interdiction de pêche au chalut dans les aires maritimes protégées? François Menet. Alors, c'est un grand débat qui vient certainement du fait qu'il y a un décalage aujourd'hui entre le fait qu'on a beaucoup étendu les aires marines protégées, avec souvent, il faut le reconnaître, des niveaux de protection extrêmement faibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces aires marines protégées, elles ne sont pas homogènes. Il y en a pour différentes raisons. Mais dans tous les cas de figure, il y a probablement un déficit de normes de protection dans les aires marines protégées. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand on s'aperçoit qu'on tend vers 30% de la surface couverte par des aires marines protégées, mais qu'en même temps, les zones dans lesquelles le chalut, qui est effectivement très impactant sur le fond, n'est interdit que dans une très faible fraction de ces aires marines protégées, incontestablement, il y a une incompréhension. Une incompréhension du public, et je dirais, il y a une incompréhension probablement même d'un certain nombre de scientifiques. Après, il faut analyser les choses dans le concret, c'est-à-dire que certaines aires marines protégées sont là pour protéger des oiseaux. Bon. À ce moment-là, il faut qu'il y ait des normes de protection des oiseaux. Il n'est pas certain qu'à ce moment-là, il y ait de vraies raisons d'interdire le chalut à cet endroit-là. À l'inverse, dans les aires marines protégées, dont la vocation est de protéger les fonds marins, il est probable qu'effectivement, il faut aller vers une interdiction du chalut. Donc il faut probablement reprendre une analyse par cas, arrêter d'appeler aires marines protégées des zones si elles ne sont pas protégées, et mettre des normes de réelle protection, là où on prétend faire de la protection, en adaptant ces normes à ce qu'on cherche réellement à protéger dans chacune de ces aires marines protégées. Oui, et il faut aussi se dire qu'une aire marine protégée, c'est finalement un outil parmi d'autres, ce n'est pas une fin en soi, mais il faut revenir, c'est quoi l'objectif qu'on cherche? Et donc, l'objectif qu'on cherche, c'est effectivement des écosystèmes plus résilients, des protections là où il y a besoin. Donc, il faut toujours revenir à quel est l'objectif qu'on cherche et quel est le meilleur moyen d'y arriver. Et donc, il ne faut pas être dogmatique pour, contre, blanc, noir, mais c'est encore une fois une approche qui reste malgré tout beaucoup je dirais pas du cas par cas, mais en tout cas, toujours de revenir à l'objectif. Et ça, pour ça, les scientifiques, on commence vraiment maintenant à avoir une connaissance fine, je dirais même très fine, de la distribution spatiale, à la fois de l'effort de pêche, qui en général est très concentré, plus que ce qu'on imagine, mais l'essentiel de la pêche, finalement, a lieu
dans des zones assez concentrées. Et on a aussi une information spatiale très précise de la sensibilité des habitats. Donc on sait effectivement où est-ce qu'il y a finalement ce décalage, je dirais, le plus important entre où est la pêche et où sont les zones sensibles à protéger. Donc il faut vraiment toujours revenir à qu'est-ce qu'on sait, où sont les urgences, où est-ce que ça risque de marcher, et puis aussi, là où les scientifiques apportent cette information, c'est et qu'est-ce qui se passe si on ferme. Et donc il faut aussi penser aux conséquences à la fois, est-ce que les bateaux vont se déplacer, ils vont aller ailleurs, peut-être à un endroit où ils n'étaient pas avant, et donc peut-être qu'ils vont faire des impacts supérieurs à ce qu'on a voulu protéger. Il faut se poser cette question. Il faut aussi se poser cette question de, si on ne pêche pas, nous, ici, par quoi on remplace la pêche? Est-ce que ce sera par d'autres engins? Est-ce que ce sera par plus d'imports, aller chercher du poisson dans d'autres zones du monde qui ne seront pas protégées, etc. Donc il faut toujours se poser cette question aussi de, et est-ce qu'on va être capable de protéger ces zones? Si on interdit le chalut d'un côté et qu'il y a du braconnage la nuit, on n'aura rien gagné. Donc au lieu d'avoir, enfin, il ne faut pas avoir cette approche vraiment idéologique, uniquement c'est bien, c'est pas bien, mais il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on gagne et est-ce qu'on est capable d'assurer cette protection et qu'est-ce qui va se passer si ça se passe. Et ça, c'est vraiment un dialogue qu'il faut avoir et sur lequel les scientifiques apportent des informations essentielles. Et finalement, avoir 100% de la surface dans lesquelles il y a des écosystèmes en bonne santé et des pêcheries en bonne santé. Voilà. On ne pourrait pas se contenter de se dire on gère les aires marines protégées, on ne regarde pas ce qui se passe dehors. Donc les aires marines protégées sont indispensables, elles font partie d'un panel d'outils dont nous avons besoin. Et il faut s'intéresser à la protection dans les aires marines protégées et aussi à tout ce qu'on fait dehors, parce qu'on ne doit pas laisser faire. Voilà, on doit aussi réduire les impacts à l'extérieur des aires marines protégées. Et en continuant sur les données complètes, une question de Isabelle. Vous avez des données en considération des prises collatérales? Oui, évidemment, nous avons tous les données sont collectées. Souvent, nous considérons dans les activités de pêche, les prises accidentelles, les captures accidentelles ou accessoires sont souvent des espèces en danger. Oui, je ne peux que confirmer que ce que le professeur Reid dit dans la collecte des données qui a un impact sur le cadre légal de collecte de données, la collection de la mesure des prises accidentelles est obligatoire, donc elle est considérée. La plupart du temps, il s'agissait de poissons trop petits, jeunes ou de poissons que l'on n'avait pas le droit de pêcher. Récemment, cela s'est étendu aux espèces en danger. Tout ce qui est pris dans les filets est enregistré et évidemment, il faut la relâcher immédiatement. Donc, il la mettent dans un registre pour expliquer qu'elle a été prise, mais ensuite ils la remettent dans l'océan pour qu'ils puissent continuer à vivre. Il y a également des espèces qui sont protégées, ce que nous appelons pingers, sont utilisés. Donc il y a tout un système qui se met ensemble non seulement pour monitorer les prises accessoires, mais également pour permettre d'éviter. On recense également tous les poissons qui font partie de l'écosystème de la pêche, même si ils ne sont pas des poissons qui seront ensuite vendus et pêchés pour être vendus. Donc, nous tenons en considération toutes ces espèces. Nous pensons à 200 espèces environ qui se retrouvent dans les filets et qui ne sont pas pertinentes pour la pêche, qui ne sont pas vendues ou exploitées. Et pour compléter encore ultérieurement, nous avons de la collecte de données sur les bateaux commerciaux, mais également sur les bateaux de recherche. Sur le bateau de recherche,
En premier lieu, il faut gérer, donc il faut qu'on collecte les données non seulement des bateaux scientifiques, mais des bateaux commerciaux également. Nous avons des espèces différentes qui sont recensées dans les deux, et nous avons donc le registre de tout ce qui est capturé selon la zone. Toutes ces données se trouvent sur des bases de données et peuvent être utilisées pour votre modélisation avec approche écosystémique. Une autre question de réseaux sociaux. Vous n'avez pas fait la distinction entre pêche intensive, notamment avec les chalutiers qui détruit la vie marine, le fond de l'océan, et le pêche artisanale. Y a-t-il une différence entre les deux ou considérez-vous les deux types de pêche ensemble? En partie, on les évalue ensemble. C'est-à-dire qu'un poisson qui est tué, peu lui importe d'être tué par un très gros bateau ou un très petit. Donc, dans la partie évaluation, ce qu'on appelle entre nous l'évaluation de stock, ce que nous regardons clairement, c'est la capture totale. Et on fait la somme des captures de l'ensemble des bateaux. Mais évidemment, ça, ce n'est pas l'ensemble de la question. Une autre partie de la question, c'est bien la question des impacts écosystémiques, et notamment des impacts sur les fonds marins. C'est ça qui est évoqué dans votre question. Là aussi, cette question des impacts sur les fonds marins, en réalité, elle dépend plus de l'engin de pêche utilisé que de la taille du bateau. Certains bateaux qui sont classifiés bateaux artisans utilisent du chalut. Et à l'inverse, il y a des gros bateaux qui n'utilisent pas le chalut. Donc, quand on me demande, par exemple, les consommateurs disent quel poisson je veux manger, j'ai tendance à dire regardez l'engin de pêche, il est accessible, plus que la taille du bateau. Donc, cette question de taille du bateau est finalement assez peu reliée aux questions d'impact sur les populations et aux questions d'impact sur les écosystèmes. Plus pertinente est la question du mode de pêche, de l'engin de pêche, et puis des mesures de législation. Enfin, il y a un dernier volet derrière la question. C'est qu'à l'inverse, les impacts économiques et sociaux des différents types de pêcheries sont clairement pas les mêmes. Donc nos collègues économistes, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas me lancer trop loin dans cette analyse, essayent de regarder quels sont les impacts à l'échelle du territoire, etc. Et donc probablement, là, il y a des vrais débats économiques et politiques sur le partage de la richesse que produisent les océans. Est-ce qu'on veut qu'elle soit partagée entre un petit nombre de bateaux très efficaces, faciles à surveiller, etc., ou un très grand nombre de bateaux qui contribuent à l'économie des régions côtières, etc. Mais cette question-là, elle est plus d'ordre économique, social, sociétal, probablement, que directement reliée à des questions d'écologie ou d'écosystème. Je voulais répondre à ce que je pense la question de demande sur le chalutage par rapport à la pêche artisanale. Cela dépend de la situation, je pense. Si on regarde par exemple dans les eaux africaines où la pêche artisanale a exactement ou plus ou moins le même impact sur l'écosystème par rapport à ce que pourrait avoir un chalutier professionnel. Donc il n'est pas vraiment une question de comment voir la pêche, c'est une question de quel est l'objectif. Et nos objectifs sont au niveau de l'écosystème sociétal et économique. Et il faut essayer de balancer tout cela, et je pense que c'est ce que Didier voulait dire. Il faut prendre des décisions par rapport à notre objectif, à ce qui est important. On demande s'il est possible de donner plus d'exemples en termes de prises accessoires ou accidentelles. Est-ce que nous avons des données ou c'est au-delà de l'objectif de cette conférence? Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question parce que les variations sont énormes. Elles sont énormes à la fois d'une, évidemment, réponse de scientifique, c'est complexe. Les variations sont énormes d'une population à une autre,
d'un mode de pêche à une autre et d'une région à une autre. Et donc, quand les gens nous disent est-ce qu'il vaut mieux manger ça ou ça, acheter ça ou ça, finalement, encore une fois, c'est difficile parce que la réponse peut varier à l'échelle de quelques kilomètres. Donc ça, c'était pour replacer un petit peu ce cadre de la difficulté d'avoir une réponse simple. Mondialement, l'estimation est à peu près de 10% de ce qu'on appelle les captures accessoires et rejets, donc sur l'ensemble de l'information qu'on a à l'échelle mondiale. En Europe, historiquement, on était au-dessus de cette moyenne mondiale, à la fois parce que c'est vrai qu'on a une très grande diversité d'espèces, et donc qui fait que finalement, on a beaucoup de ce qu'on appelle ces pêcheries mixtes. Quand on veut attraper un poisson, on en attrape plein d'autres qui n'étaient pas forcément ceux qu'on cherchait à voir. Donc ce n'est pas le cas partout, et c'est très fort en Europe où on a cette grande diversité. Et puis aussi parce que la politique commune de la pêche a ce système de partage. C'est un gâteau qu'on partage, et les parts sont inégales. Et donc, d'un pays à un autre, d'une région de pêche à une autre, d'un pêcheur à un autre, finalement, certains ont des droits de pêche, d'autres n'en ont pas. Et ce qui fait qu'on se retrouve en Europe avec un système qui crée un peu du rejet, qui crée de la capture accessoire, parce que parfois on attrape un poisson qui est bon, il est mangeable, il est commercial, mais on n'a pas le droit de le vendre parce que historiquement, on n'a pas un droit de pêche dessus. Donc ce qui fait qu'on a cette situation en Europe qui est quand même avec une situation de fort rejet. Alors pour revenir à des exemples plus précis, c'est vrai qu'on avait les pêcheries qui fournissent les captures accessoires les plus importantes en volume. Traditionnellement, c'est les pêcheries donc du chalut à perche qui vont attraper des poissons plats sur la sole, et essentiellement. Donc l'exemple le plus fort en Europe, c'est la pêcherie de plie, qui est finalement une capture qu'on attrape avec la sole. La sole, c'est un poisson assez petit et qui a une forte valeur commerciale. La plie, c'est un gros poisson qui a une faible valeur commerciale, et donc forcément, on attrape le petit, et en attrapant le petit, on attrape le gros. Et donc les taux les plus forts, ça pouvait monter jusqu'à 50-60% de rejet en volume sur ces pêcheries-là, essentiellement de petits poissons, sur un stock qui se porte bien en plus par ailleurs. Donc ce n'est pas forcément lié directement à une situation forcément de danger pour la population. Et puis après, on a sur beaucoup de nos pêcheries de chaluts de fond, on a facilement des taux qui vont être entre 20 et 30% pour le cabillaud, le merlu, l'aigle fin. On va se retrouver avec des taux finalement de capture accessoire de rejet qui vont varier entre 15 et 30%. Et puis après, on a beaucoup de pêcheries avec du filet ou de la ligne, où là, on aura quand même, ou même les grosses pêcheries pélagiques, donc pour aller attraper le hareng, le sprat, le maquereau, où finalement, on aura des taux de capture accessoire et de rejet qui seront inférieurs à 5%. 20 minutes jusqu'à la fin de cette session de questions-réponses. Donc, des questions, et ensuite les journalistes peuvent parler dans des chatrooms privés sur des Donc Thomas Schrader demande si l'implémentation des politiques plus strictes pourrait avoir un bon impact sur les obligations de capture et sur un monitorage plus accru de la pêche. Je peux commencer rapidement. L'une des choses, vous l'avez vu par les autres membres, c'est impossible d'imposer des contrôles très stricts sur des gens qui ne le veulent pas. Et ça, c'est une raison sociétale. On ne peut pas imposer des quotas très stricts, des règlements très stricts. Et ce n'est pas une question d'imposer ou contrôler, c'est une
question de travailler tous ensemble et d'avoir une réponse positive de la part des acteurs de la pêche. Donc, il faut que le pêcheur puisse comprendre l'importance de cela et que la demande soit mesurée, parce que autrement, il ne vous suivra pas. Quand on essaye de tirer trop la corde, il y a toujours un effet de rejet. Si vous demandez des choses trop strictes, les acteurs de la pêche ne vous suivront pas, évidemment. C'est le cas des Pays-Bas, où la situation économique est très difficile et qui ne suivent pas nécessairement les quotas qu'on essaie d'imposer. Oui. Alors, moi, je partage complètement ce que vient de dire Dave. Peut-être on peut d'abord dire une chose, c'est que la pêche est aujourd'hui globalement une activité très contrôlée. Enfin, les pêcheurs doivent remplir en permanence des journaux de bord électroniques, voilà, et des contrôles. Voilà. Donc on a progressivement mis en place un contrôle des pêches qui est de plus en plus efficace. C'est vrai qu'il y a des points qui posent problème, et ceux des rejets et de l'obligation de débarquement, on sait qu'elle n'est pas respectée, et ça pose problème. Je pense vraiment que le défi majeur, c'est de faire comprendre aux pêcheurs que ces mesures sont de leur intérêt, qu'ils ont intérêt à des stocks bien gérés, à des écosystèmes en bonne santé. Ce sont eux qui doivent en être les principaux bénéficiaires. Et donc, pour des raisons culturelles très complexes, les pêcheurs du nord de l'Europe acceptent mieux l'idée que finalement les caméras embarquées vont les aider à mieux faire appliquer, à tout le monde. Voilà. Alors je vois que Dave sourcille en disant c'est peut-être pas aussi facile que ça, mais disons c'est probablement moins difficile dans certaines pêcheries que dans d'autres. Et il y a beaucoup de pêcheries dans lesquelles aujourd'hui l'acceptabilité sociale de l'idée d'être filmé en permanence est très très faible. Donc nous arriverons à développer ce type d'outils lorsque les pêcheurs auront compris que c'est de leur intérêt, que puisqu'ils ont des pratiques vertueuses, ils doivent pouvoir les démontrer à tous et les imposer à ceux qui ne les respectent pas. Comme vous dites, réintroduire de l'équité dans le contrôle. J'ai l'impression que les choses progressent. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas imaginer une vidéo, une caméra à bord d'aucun bateau français. Aujourd'hui, il y a des pêcheurs volontaires qui commencent à se lancer dans cette expérience parce qu'ils comprennent que c'est comme ça qu'ils vont démontrer effectivement qu'ils sont respectueux de la nature, respectueux des règles qui sont imposées. Ils exploitent un bien commun, ils ont des comptes à rendre à la société, ça c'est vrai, et eux-mêmes doivent comprendre que c'est leur intérêt. Oui, et le premier exemple où vraiment les choses ont marché en venant d'une initiative des pêcheurs, c'est l'Ouest canadien, et sur des petits bateaux, hein, des petites pêches comme nous on a. Le Chili est aussi un autre exemple où les choses émergent finalement aussi par la base, avec un système qui est accepté par les pêcheurs. Et pourquoi ? Parce que la manière dont, dont les gens le racontent, je l'ai entendu raconter par des pêcheurs canadiens, c'est cette idée de dire... grâce aux caméras, finalement, je sais que mon voisin ne triche pas, mon voisin sait que je ne triche pas, et on dort tous mieux la nuit. Et donc c'est vrai que voilà, ça a créé un petit peu un système plus vertueux où la documentation, finalement, remplace aussi une partie de contrôle. Parce que si on documente qu'on a capturé, même si voilà, on capture des dauphins, c'est la même chose que capturer finalement des cabillaud ou des aiglefins sur lesquels on n'a pas le droit. Il n'y a pas de différence. Mais donc si on documente qu'on l'a fait, que ça rentre dans cette connaissance scientifique qui nous permet d'estimer les impacts, et donc finalement la documentation permet aussi parfois de supprimer, enfin de réduire du contrôle, parce qu'on dit je sais ce que vous faites, je sais l'impact de l'activité que vous faites, et donc j'ai plus besoin forcément de vous empêcher d'aller quelque part si je sais que quand vous allez là-bas, vous allez documenter ce que vous y avez fait et je vais avoir cette information. Donc c'est encore une fois, c'est un changement de système de pensée qui est plus dans la documentation, qui est plus dans la transparence et donc qui est moins dans le contrôle si on ne sait pas ce que les gens font. Pour ajouter à cela, je pense que c'est un challenge scientifique
because now when we do an assessment of a stock or of the ecosystem, yeah, it is with a bit of a retardation. Yeah, you know, we collect the data in this year. There is a forecast next year, and it's applied. Donc les pêcheurs ont des fois des restrictions, mais si on les aide avec les données scientifiques, ils ont une compréhension immédiate de la situation et donc ils auront plus envie de utiliser les caméras pour ne pas pêcher les espèces qui ne sont pas censées pêcher. Il y a des projets en cours actuellement pour utiliser les données qui viennent des pêcheurs avec les données scientifiques pour pouvoir donner aux pêcheurs une méthode de gestion en temps réel. Comme les collègues disaient, si à travers les impositions, on a moins de résultats qu'à travers la mutualisation des efforts avec les pêcheurs. Quels sont les stocks de poissons qui restent aujourd'hui et qui sont surexploités? C'est une question, c'est vrai, ça va être, la liste est longue parce que c'est vrai que voilà, ça varie et c'est vrai qu'on peut avoir côte à côte au même endroit, dans les mêmes pêcheries, des populations qui vont bien et d'autres qui vont moins bien. Donc voilà, c'est un peu difficile de dire c'est telle espèce ou telle zone. Mais donc il faut regarder, en fait, toutes les informations sont vraiment détaillées. Et là, on sera prêt aussi, si les journalistes veulent nous poser une question particulière, on peut les aider à trouver effectivement l'information, si c'est plutôt le merlu ou la sardine ou le cabillaud qui vont bien ou moins bien. Donc voilà, tout ça, c'est de l'information qui est disponible en ligne. C'est vrai qu'on voit quand même un peu des stocks qui sont en difficulté. C'est souvent aussi, voilà, ceux, comme l'a dit Didier, qui aussi souffrent finalement d'autres choses. On a parlé beaucoup du cabillaud en mer Celtique, en mer du Nord, dans la Manche. Enfin, voilà, des zones qui étaient quand même vraiment historiques pour le cabillaud et où finalement le cabillaud a du mal, la morue a du mal à revenir, malgré cette gestion de la pêche depuis 20 ans, a du mal à revenir dans des endroits où il était avant en très bon état. Donc là, c'est quand même des exemples assez classiques. Et puis à l'inverse, des stocks qui vont bien, la coquille Saint-Jacques, le merlu, voilà, il y a des endroits, finalement certaines populations qui vont très bien et des améliorations assez fortes aussi dans les zones vers l'Espagne, le Portugal, le golfe de Gascogne, la mer Celtique. C'est quand même vraiment des zones depuis 5 à 10 ans où la moyenne des populations quand même est passée de zones de forte surexploitation à une exploitation beaucoup plus raisonnée. Alors que la mer du Nord et la Baltique, voilà, j'aurais pu vous citer la Baltique. En fait, la Baltique, c'est quand même un peu un préfigurateur de peut-être ce qui nous attend. C'est-à-dire que c'est malgré quand même beaucoup de gestion en Baltique, il y a des vrais effondrements de population en Baltique. Et à tous les niveaux du compartiment, hein, traditionnellement, c'est quand même la morue, mais il y a aussi le hareng, le sprat. Et c'est vrai que toutes les populations baltiques sont quand même très, très fortement touchées par des changements d'écosystèmes. Encore une fois, c'est des changements d'écosystèmes qui font que les poissons ont du mal à vivre dans la Baltique. Et la mer du Nord, on y vient un petit peu sur certaines populations qui commencent à avoir du mal à vivre dans le sud de la mer du Nord. Il y a moins d'oxygène, il y a moins à manger et les conditions sont moins favorables. Il y a un élément qui, je pense, explique la très grande prudence dont font preuve les scientifiques quand on leur pose cette question. C'est que la question, elle est généralement, mais dites-nous quelle espèce ? Et si moi je réponds la sole du golfe de Gascogne aujourd'hui est surexploitée, le public va entendre la sole, les sols. Or, en fait, la population de sole du golfe de Gascogne, oui, actuellement, elle est surexploitée. Mais il y a d'autres populations à d'autres endroits qui se portent bien. Donc voilà, on a parlé de la morue de mer Celtique qui se porte mal, la morue de Norvège se porte très très bien. Donc la réponse n'est pas à l'échelle d'une espèce, mais à l'échelle d'une population. Et comme il y a des centaines de populations de poissons à l'échelle européenne, c'est très compliqué de faire des listes qui finalement puissent être réellement utiles, par exemple à des consommateurs qui voudraient savoir quelle espèce manger. Moi, je refuse généralement de répondre espèce, parce que la même espèce peut être, selon l'endroit, surpêchée ou sous-pêchée.
Les espèces halieutiques avaient des grandes fluctuations même avant la pêche humaine. Les espèces ont tous deux cycles et des interactions entre elles, donc les variations dans les nombres sont tout à fait normales dans le monde marin. Après, nous avons rajouté à travers la pêche un élément de taille. Mais encore une fois, il faut considérer les choses au niveau de l'écosystème. Est-ce que l'écosystème est en train de s'améliorer ou de s'empirer? Est-ce que les stocks sont en train d'augmenter ou diminuer? Il faut prendre une approche écosystémique et considérer la chose dans tout son ensemble. Nous avons encore 5 minutes, mais avant de la conclusion, il y a beaucoup de questions pour les statistiques sur l'Atlantique Nord-Est. Et la question est, pourriez-vous donner une explication de pourquoi les pêcheurs ont des meilleurs résultats dans l'Atlantique Nord-Est, à part la COVID, évidemment? Et est-ce que vous pourriez parler de quelles espèces se portent mieux et quelles non? Et on doit être très rapide. Alors, je ne vais pas répondre sur les espèces parce que je pense qu'on vient d'y répondre. Après, sur l'Atlantique Nord-Est, il faut vraiment repartir de l'histoire et se dire que la politique de la pêche est née dans l'Atlantique Nord-Est. Donc, ce qui fait que c'est des questions qui ont commencé dans les années 70. Bon, jusqu'aux années 90, on peut dire qu'il n'y a peut-être pas eu de grands progrès, mais c'est vrai que déjà depuis le début des années 2000, il y a cette prise de conscience, ce besoin d'une gestion de pêche plus rigoureuse. Le premier plan de gestion pour le cabillaud, c'était en 2001. Il a été remplacé par un autre en 2004 et puis ensuite en 2008. Et donc, c'est des plans successifs qui ont été de plus en plus ambitieux avec des restrictions de plus en plus fortes sur l'activité de pêche. Et donc, la situation qu'on a aujourd'hui dans l'Atlantique Nord-Est, elle est quand même beaucoup le résultat de décisions difficiles qui ont été prises au début des années 2000. Et donc, qui ont changé, finalement, elles ont changé le visage de la pêche, elles ont changé la pression de pêche dans l'Atlantique Nord-Est. Et donc, on voit bien quand même ce besoin de temps, l'inertie, les choses prennent du temps à se mettre en place, et on peut aussi les perdre très vite. C'est-à-dire aussi, il faut aussi se rendre compte que ce qu'on a gagné en 20 ans, on peut le perdre en 2 si on arrête de gérer. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut toujours maintenir cet équilibre de gestion de la pêche au quotidien et toujours sur le long terme. La Méditerranée, c'est vraiment une histoire complètement différente, de par son historique. Il y avait moins d'échanges, il y avait moins de besoin de partage d'un pays à un autre, parce que les pêcheurs restaient plus proches de chez eux, et donc c'était un peu plus chacun chez soi. Et ce qui fait que finalement, cette intégration européenne de la gestion est beaucoup plus récente en Méditerranée. La Méditerranée est arrivée dans la politique commune de la pêche en 2013. Avant, elle n'était pas dedans, elle n'était pas nommée. Et ce qui fait que les choses qui se mettent en place en Méditerranée aujourd'hui, en 2020, sont les mêmes que celles qu'on a mises en place dans l'Atlantique au début des années 2000. Et donc, les mêmes causes produiront peut-être les mêmes effets, mais avec 20 ans d'écart. Oui, et pour compléter ce que dit Clara, un élément de contraste très fort, c'est qu'on a mis en place côté Atlantique une politique de quotas extrêmement rigoureuse et qui est l'un des outils, je dirais, phares probablement, expliquant la diminution de la pression de pêche partout côté Atlantique. Alors, je ne sais pas si vous avez toujours à l'écran cette carte, sauf peut-être en Baltique, non la carte, sauf peut-être en Baltique, mais parce que la Baltique, il y a aussi des problèmes de pollution. Enfin, voilà, il y a vraiment des problèmes écosystémiques pour le coup. À l'inverse, en Méditerranée, on commence juste à prendre des mesures de régulation de l'effort de pêche. Il n'y a aucune espèce sous quota en dehors du cas emblématique du thon rouge. Voilà. Et on est effectivement probablement en retard parce qu'on a commencé beaucoup plus tard. Il y a 10 ans, on n'avait même pas le diagnostic de l'état des populations à l'échelle de la Méditerranée. On connaissait qu'un très très petit nombre d'espèces. Il y en a encore beaucoup qu'on connaît mal, mais enfin, on progresse quand même assez rapidement. Il y a
temps à apprendre. Malheureusement, on doit conclure. Je remercie tous les participants à ce panel pour avoir partagé leurs connaissances et leurs idées. Les membres de la presse peuvent rester en ligne pour poser des questions directement à nos panélistes. Et à tous ceux qui nous suivent des réseaux sociaux, je vous prie de commenter et de partager ce contenu. Je remercie l'IFREMER d'avoir organisé cette conférence. J'aimerais remercier nos équipes techniques et les interprètes qui ont travaillé avec nous aujourd'hui et qui ont rendu cela possible. Merci de votre présence en présence et en ligne. Au revoir depuis Bruxelles et merci à tous. Goodbye from Brussels.